Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. La République de Djibouti réaffirme sa position constante et refuse la dernière décision de la Cour de Londres concernant ses infrastructures portuaires. Dans l'actualité nationale toujours, clôture de formation sur la négociation internationale à l'Institut des études diplomatiques. Et dans l'actualité internationale, le gouvernement russe a démissionné. Poutine propose un nouveau Premier ministre. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Et nous débutons cette édition par ce communiqué qui nous est parvenu du service presse de la présidence de la République qui dit, je cite, « Par un communiqué de presse en date du 14 janvier 2020, le groupe DP World a annoncé qu'un arbitre unique statuant sous l'égide de la London Court of International Arbitration a rendu le 10 janvier 2020 une nouvelle sentence dans le conflit qui l'oppose à la République de Djibouti à la suite de la résiliation du contrat de concession du terminal à conteneurs de Doralé intervenu le 22 février 2018. Cette décision n'est pas surprenante et n'est que la conséquence des stipulations uniques de la concession qui obligerait un État souverain à passer outre sa loi nationale, à redonner vie à la concession résiliée pour des motifs concernant l'intérêt supérieur de la nation et ce au profit exclusif d'une société étrangère. La République de Djibouti ne saurait en aucun cas accepter une telle décision rendue dans une procédure à laquelle elle n'a pas participé et qui bafoue les règles de droit international. Ces règles permettent à un État souverain de résilier tout contrat pour un motif invoquant l'intérêt supérieur de la nation moyennant le versement d'une juste indemnisation. Dans ce conflit, Djibouti réaffirme sa position constante depuis février 2018. La résiliation de la concession du terminal à conteneurs de Doralé qui avait été attribuée en 2006 à la société Doralé Conteneur Terminal, la DCT, société commune établie entre le port autonome international de Djibouti et DP World, a été décidée dans un cadre législatif préalablement voté par le Parlement djiboutien le 8 novembre 2017. L'exploitation du terminal par l'entremise du groupe DP World s'était révélée contraire aux intérêts fondamentaux de la nation. Sa poursuite aurait porté un préjudice grave aux impératifs économiques et sociaux de Djibouti en posant des limites inacceptables à sa politique de développement et en attribuant à une société étrangère le contrôle total de l'une de ses infrastructures les plus stratégiques. Le port à conteneurs de Doralé n'a pas été exploité par DCT à la mesure de son potentiel afin de toute évidence de préserver les opérations de DP World à Dubaï. Depuis la fin de la concession, l'activité du port a augmenté de 30%. Malgré plusieurs tentatives de renégociation de la concession initiées par le gouvernement en application de la loi djiboutienne, le groupe DP World a continuellement refusé d'entendre les demandes pourtant légitimes de l'État visant à rééquilibrer une relation intrinsèquement asymétrique pour faire bénéficier à ses concitoyens des fruits d'une exploitation efficace du terminal. Plutôt que de se conformer aux droits djiboutiens et d'accepter les propositions de l'État tant au stade de la renégociation du contrat qu'à celui de l'indemnisation post-résiliation, le groupe DP World a préféré initier une véritable guérilla judiciaire et médiatique à l'encontre de la République de Djibouti comme de ses partenaires. À cette fin, DP World n'a pas hésité à instrumentaliser la société DCT, dont il n'est pourtant pas l'actionnaire, minoritaire, au service de ses seuls intérêts et à contrevenir sans le moindre scrupule aux décisions rendues par les juridictions djiboutiennes dans le strict respect du principe de la contradiction. Ces juridictions ont désigné donc un administrateur provisoire en lieu et place des organes sociaux de DCT et prononcé l'annulation de la résolution du conseil d'administration ayant autorisé cette société sous la pression de DP World à initier la procédure d'arbitrage dont le groupe DP World se prévaut aujourd'hui des décisions qu'il a unilatéralement obtenues. En tout état de cause, le contrat de concession a été résilié. Une entreprise publique spécifiquement créée à cet effet gère désormais cette infrastructure et il ne saurait évidemment être question d'imposer à un État souverain un quelconque
co-contractant, qui plus est pour exploiter ces infrastructures stratégiques. Et comme la République de Djibouti l'a constamment indiqué, la concession ayant été résiliée, seule une issue indemnitaire, équitable et conforme au droit international est envisageable. L'État djiboutien demeure aujourd'hui, comme hier, disposé à négocier les conditions d'une solution satisfaisante pour l'ensemble des parties, mais ne saurait accepter des condamnations arbitrales faisant fi des intérêts du pays et des expertises soi-disant indépendantes qui ne peuvent en aucun cas servir de base financière à un accord entre les parties. Fin de citation. Et concernant cette déclaration, écoutons pour plus de précision le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi. Aujourd'hui, ces points de presse concernent le communiqué de DP World et du gouvernement de Dubaï au sujet de la décision du cours d'arbitrage de Londres qui a été rendue le 10 janvier. Il y a beaucoup de mensonges dans ces communiqués et je voudrais faire des éclaircissements sur ces déclarations. Tout d'abord, je voudrais insister, souligner qu'il n'y a jamais eu de concession DP World à Djibouti. La concession dont il parle, c'est une concession des DCT, dont le port de Djibouti est l'actionnaire majoritaire à 67%. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais vous rappeler la genèse de l'aventure entre DP World et le port de Djibouti. C'est une aventure qui a commencé en juin 2000. Donc, il n'y avait pas de DP World avant Djibouti. L'histoire de DP World et son expansion dans le monde a commencé avec Djibouti. Et à l'époque, ça s'appelait DPI, Dubai Port International. Donc, comme ils ont mentionné dans leur déclaration, il n'y a jamais eu aussi de concessions de Dubai International Ports dans l'ancien port de Djibouti qui appartient à 100% à l'État. C'était un contrat de gestion. Et ils étaient rémunérés pour ça. Et 9 ans après, nous avons commencé l'investissement des DCT. Dans DCT, Djibouti a investi comme apport 88 millions de dollars. Et Dubaï a ramené 44 millions de dollars. Et sur ces 44 millions de dollars, c'est de l'argent qu'ils ont fait à Djibouti avec les frais de gestion que le gouvernement les payait pendant 8 ans. Et c'est seulement une partie. Donc, le projet des DCT est un investissement de 400 millions de dollars. Donc, nous avons rassemblé ensemble 132 millions. 88 millions plus 44. C'est de cette façon que Djibouti et les ports de Djibouti ont eu 67% et que DP World a eu 33%. Maintenant, l'accord qui a été dénoncé par le gouvernement de Djibouti, ce n'est pas un accord qui a été signé avec DP World, mais avec DCT, dont l'État de Djibouti est l'actionnaire majoritaire. Les anomalies qui figuraient dans cet accord, c'est essentiellement l'exclusivité ou le monopole pendant 50 ans sur toute la côte maritime de Djibouti, ce qui est totalement inacceptable pour un État souverain. Donc, pour cette raison, le gouvernement de Djibouti a engagé avec DCT plusieurs années de négociations pour modifier ces anomalies que DP World a refusées. Donc, le gouvernement de Djibouti était finalement forcé d'annuler cette concession. C'est une question de souveraineté, ce n'est pas une question commerciale. S'agissant d'une question commerciale, le gouvernement de Djibouti est prêt à indemniser DP World pour toutes les pertes qu'ils ont subies. Essentiellement, les litiges portent sur ça. Et dans le jugement qui a été rendu à Londres, il y avait une seule partie. Il y avait seulement DP World. Nous avons refusé d'y participer. Donc, en plus du communiqué du gouvernement, je voulais apporter ces quelques précisions. Merci beaucoup.
Et s'en est suivi une série de questions-réponses entre le président de l'autorité des ports et des zones franches et les presses, donc les médias présents lors de cette conférence de presse. On écoute. Entre les précédents jugements rendus par le tribunal d'arbitrage de Londres et les derniers jugements, et pour nous, ça ne nous concerne pas. Le développement maritime des Djibouti et des ports et des transports continue toujours. Et depuis le départ de DP World, nous avons déjà construit 3 ports et une zone franche. Donc ça ne va pas nous empêcher de développer notre pays. Tous les ports, ou tous les pays de la mer Rouge ont une meilleure position que les ports du Golfe, et essentiellement à Djebel Ali, parce que le port de Djibouti est situé sur le Bab el-Mandeb et sur la route du canal de Suez qui relie l'Extrême-Orient à l'Europe. C'est pour toutes ces raisons que DP World refusent le développement et veulent geler le développement de Djibouti. Ce que je voulais ajouter, c'est que cet investissement de 400 millions, nous avons déjà remboursé. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin la visite de la présidente de l'Union interparlementaire, Gabriela Baronne. La présidente de l'UIP a été introduite auprès du Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Les discussions entre le Premier ministre et la présidente de l'Union interparlementaire ont porté notamment sur les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre Djibouti et l'Union interparlementaire. Le Premier ministre qui a souhaité la bienvenue à la présidente de l'UIP et donc la remercier pour son accueil malgré un emploi du temps chargé. L'Union interparlementaire est une organisation internationale qui est composée de la quasi-totalité des parlements du monde, dont le Parlement djiboutien. Elle agit pour le renforcement de la diplomatie parlementaire et le rapprochement entre les peuples. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a par la suite reçu également Gabriela Cuevos Baronne, présidente de l'Union interparlementaire au sein de l'Assemblée nationale. L'UIP, l'Union interparlementaire, est une organisation internationale qui agit pour le renforcement de la diplomatie parlementaire et le rapprochement entre le peuple. La visite de la présidente de l'UIP coïncide avec la tenue d'un atelier de renforcement des capacités des jeunes parlementaires qui a eu lieu actuellement à l'Assemblée nationale. Madame Baronne, qui effectue sa première visite officielle à Djibouti, a chaleureusement remercié le président Ahmed pour son accueil et a émis le souhait de pouvoir visiter le pays lors d'une prochaine visite. Et dans un mot qu'elle a prononcé à cette occasion devant les jeunes parlementaires de la représentation nationale, elle a souligné l'importance d'accroître la représentation des femmes et des jeunes au sein des parlements. Et selon elle, les femmes qui représentent la moitié de l'humanité ne sont représentées qu'à hauteur de 24% dans les parlements au niveau mondial. De même, il est nécessaire, a-t-elle poursuivi, d'améliorer la représentation des jeunes au sein du Parlement pour que leur voix soit davantage entendue. Actualité nationale, toujours, le ministère du Logement a organisé aujourd'hui un atelier de présentation du rapport de diagnostic et la vision stratégique du développement urbain de Balbala Nord, une étude réalisée par le bureau d'études internationales KEOS. Ont été conviés à cette réunion animée par ces spécialistes en études urbaines, tous les départements sectoriels. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, la restructuration des quartiers précaires, il est recherché à travers cette étude d'améliorer les conditions de vie et la valorisation des potentialités de Balbala Nord. Et les objectifs visés à travers la restructuration des bidonvilles à Balbala est de créer une nouvelle relation entre le centre-ville et Balbala. Cette nouvelle relation vertueuse devra être établie entre Balbala Nord et Balbala Sud. Et l'objectif final recherché est de transformer la ville dortoir en une ville dynamique, une zone accessible, dotée de qualités urbaines et un territoire attractif pour les activités économiques. Et lors de cette réunion, plusieurs membres du gouvernement ont été présents et se sont également exprimés et ont rappelé tour à tour l'importance de ces études de développement. Il y a un travail qui est en train de se faire dans la République de Djibouti. C'est le programme Zéro Bidonville qui concerne l'ensemble des villes de la République de Djibouti. Nous avons commencé à Djibouti-Ville et plus particulièrement à Balbala. Donc, parmi les activités qui ont été programmées dans le cadre de ce programme Zéro Bidonville et comment éradiquer l'habitat précaire en République de Djibouti, il y a un travail qui a été commandé à un bureau d'études qui s'appelle KEOS, qui consistait à réfléchir sur aujourd'hui
comment est Balbala et qu'est-ce qu'on veut que Balbala soit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, partant de ce constat, le travail qui a été demandé au bureau d'études, c'était de faire un diagnostic de la situation actuelle du quartier en termes d'équipement. Il y a combien d'écoles, combien de lycées, combien de collèges, les centres de santé, les centres de développement communautaire, comment les services donc, des bus est desservis, les routes comment sont-elles, comment est l'habitat. Donc il y a un travail de diagnostic très poussé qui a été fait, qui identifie quelles sont les faiblesses du territoire Balbala aujourd'hui et quelles sont aussi les forces. Les forces, comme vous le savez, il y a les ports qui existent, il y a la zone franche, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis, mais ce n'est pas suffisant. Et comment aujourd'hui combler ces insuffisances? Donc le premier travail qui a été fait, c'est un travail de diagnostic, de poser le problème, de dire comment Balbala, qui aujourd'hui a beaucoup de choses qui manquent, peut être une ville dynamique et avec des activités économiques donc qui créent aussi l'emploi. La question de l'emploi aussi a été au centre de ce diagnostic. À partir de là, il y aura une proposition qui nous sera faite. Nous avons fixé au bureau d'études des orientations, des pistes, 8 pistes dans lesquelles on leur demande de travailler et de dire voilà ce que Balbala doit devenir et comment les choses doivent se développer. Et la question foncière, la question de la disponibilité des terrains qui doivent accueillir tout ce qu'on demande, que ce soit les routes, que ce soit les équipements scolaires, que ce soit l'eau, l'électricité, l'assainissement, le cadre de vie, parce que aussi le cadre de vie est très important, va être donc travaillé les mois à venir et d'ici un mois et demi, on aura un travail qui va être proposé, qui va être discuté, parce que la démarche et l'approche que nous avons choisie, c'est une approche partagée où tout le monde doit être associé à la réflexion. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a présidé ce matin une fin de formation sur la communication interculturelle et la négociation internationale qui a eu lieu donc à l'Institut des études diplomatiques. La formation sur la communication interculturelle et la négociation internationale est une formation qui est organisée en partenariat avec l'IGAD, toujours soucieuse de la performance de son personnel dans le but de servir efficacement ses États membres à atteindre les objectifs d'intégration économique avec le financement de l'Union européenne. Une formation sur la négociation qui est vraiment une question transversale, utile dans tous les domaines et à tous les niveaux nationaux, régionaux et internationaux. En participant à cette formation, les cadres des administrations publiques. La cérémonie de clôture avait également la participation du directeur général de l'Institut des études diplomatiques, Moussa Ali, du directeur de l'agriculture et de l'environnement et du secrétaire exécutif par intérim de l'IGAD et de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti. La formation sur la négociation internationale est vraiment une question transversale. Elle est utile dans tous les domaines et à tous les niveaux, que ce soit national, régional et international. Pour l'IGAD, elle est au cœur de son ADN et fondamentale pour la protection et la défense des intérêts de ses États membres comme un outil indispensable, raison pour laquelle il s'avère de doter au personnel à son service le rudiment dans ces domaines. Notre institut est, comme vous le savez, devenu une institution régionale de l'IGAD et prendra en charge désormais les questions de renforcement des capacités pour appuyer aussi bien le personnel du secrétariat de l'IGAD que ceux des États membres en termes de formation, de recherche et de brainstorming, ce qui façonnera sûrement par la négociation les dimensions institutionnelles, économiques et sociales d'un secrétariat de l'IGAD revitalisé. Pour l'Institut, l'Union européenne est un partenaire de premier plan et nous sommes heureux qu'elle continuera à soutenir notre institut dans son nouveau statut. En effet, la formation est un outil qui est au cœur de l'activité de l'IGAD, toujours soucieuse de la performance de son personnel dans la vue de servir efficacement ses États membres à atteindre les objectifs d'intégration économique régionale. La transformation de l'Institut des études diplomatiques en une institution régionale de l'IGAD, appelée IGAD Foreign Service Institute, que vous avez été, Monsieur le Ministre, la principale artisane, démontre la volonté de votre gouvernement
à appuyer pleinement les processus d'intégration économique régionale. Je voudrais ici vous assurer, Monsieur le ministre, au nom du secrétariat de l'IGAD, à celui de son secrétaire exécutif et à mon nom propre, que cette institution, avec sa transformation régionale, continuera à répondre à vos besoins encore davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. Écoutons à présent l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Aiden Ouara. En tant qu'ami de Djibouti, l'Union européenne, en finançant ces formations, souhaite modestement aider votre pays à mieux défendre ses intérêts au bénéfice d'un développement équitable et durable. En effet, une partie non négligeable de la coopération entre l'Union européenne et la République de Djibouti est l'appui institutionnel. Cet appui nous permet d'apporter un soutien financier à la réalisation de ces séminaires pour encore renforcer la diplomatie djiboutienne. Dans un environnement régional et international complexe, il est essentiel pour l'avenir de Djibouti que son administration publique soit la plus performante possible, notamment dans les négociations internationales. Une des particularités qui rend ce projet unique est qu'il transpose les principales politiques de l'Union européenne telles que la coopération régionale, l'intégration, la société de l'information, les communications dans un pays en développement comme Djibouti. Et enfin, donc, clôturons la série des interventions. Le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf a rappelé l'importance de la communication interculturelle et la négociation internationale. La formation de nos diplomates et des cadres de la région devient pour nous une grande priorité. Le séminaire de l'IGAD, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne à Djibouti, a organisé un certain nombre de rencontres dont ont bénéficié les fonctionnaires et les cadres d'abord djiboutiens, et nous espérons dans un proche avenir les diplomates et cadres des pays de l'IGAD. Ces séminaires s'inscrivent dans cette nouvelle approche qui vise à renforcer donc la capacité de ces décideurs dans le cadre des négociations internationales. Et l'efficacité vient, comme le disait l'ambassadeur Ouara, cette efficacité vient d'abord par la maîtrise des dossiers, par la responsabilité et l'intégrité dans les négociations, et surtout faire en sorte que ces négociations puissent aboutir à une situation de gagnant-gagnant. En général, quand on essaye de prendre le dessus et de tirer la couverture vers soi, on finit toujours par arriver à des résultats, mais qui sont très rapidement remis en cause. Et je crois que les meilleurs exemples qu'on peut citer aujourd'hui, ce sont les guerres mondiales. Il y a des armistices, il y a des traités qui sont signés, mais remis en cause très rapidement parce que l'équilibre dans ces négociations n'a pas été respecté et surtout les résultats n'ont pas été équitables. Santé à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, a présidé hier une cérémonie de lancement du dialogue au pays relatif au financement 2020-2022 auprès du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Cette réunion s'est déroulée au Sheraton Hotel et a vu la participation du secrétaire général par intérim du ministère, du président du comité de coordination multisectorielle et interpartenariat, de la gestionnaire portefeuille Djibouti auprès du Fonds mondial et de l'ensemble des partenaires et organisations du système des Nations Unies et des représentants de la société civile et du secteur privé. L'objectif de ce dialogue pays est de promouvoir une consultation permanente autour d'un débat inclusif sur le financement de la lutte contre les 3 pandémies. Rencontrer nos partenaires de mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, dont son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, et également pour participer aujourd'hui au lancement du dialogue pays en vue de l'accès par Djibouti au financement qui a été accordé au pays pour la période 2020-2022. Et qui est donc une enveloppe de 10,8 millions de dollars américains pour la lutte contre les 3 maladies.
Et donc nous sommes très heureux de pouvoir, par l'intermédiaire de ce financement à venir, poursuivre notre appui à Monsieur le ministre de la Santé, à l'ensemble du ministère et des partenaires qui sont engagés ici, non seulement dans le domaine de la santé, mais de la lutte contre les 3 maladies. Et de son côté, le président du comité de coordination multisectorielle et interpartenariat, Ahmed Saad Soldan, a exhorté la mobilisation de tous pour finaliser les dernières étapes de ce processus de financement. La lettre de soumission retenue par la partie nationale est fixée au 23 mars 2020. À ce titre, et j'ose l'espérer comme à l'accoutumée, que notre mobilisation soit conséquente et générale et doit correspondre à la formulation d'une réponse nationale en matière de lutte contre ces 3 pandémies. Dans les prochains jours, la coordination nationale, en sa qualité, va s'atteler à mobiliser tous les acteurs et toutes les parties impliquées, qu'il s'agisse du ministère de la Santé, des autres partenaires ministériels, des partenaires techniques et financiers, et des associations et organisations communautaires et des populations clés, dans une démarche concertée par des consultations et des plaidoyers sur les activités et interventions planifiées dans le cadre de la lutte contre ces 3 maladies. Et dans son intervention, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriya, a remercié l'ensemble des partenaires du secteur de la santé, en particulier le Fonds mondial qui accompagne les efforts de lutte du pays pour les 3 maladies et la mise en place d'un système de santé solide, périn et résilient. On écoute le ministre. Ici, remercier l'ensemble des partenaires du secteur de la santé et en particulier le Fonds mondial qui accompagne les efforts de lutte du pays pour les 3 maladies et la mise en place d'un système de santé solide, pérenne et résilient. Je tiens également à saluer l'engagement de la société civile qui consolide et pérennise les actions sur le terrain. Je voudrais tout particulièrement insister sur la nécessité de voir les personnes infectées et affectées par les maladies au cœur des orientations stratégiques de cette future demande de financement. Toujours aux nouvelles du pays, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu en audience l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti, Anke Holstein, à son cabinet ce matin. Cette rencontre s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du ministre. À cette occasion, ce dernier a d'abord salué l'excellence des relations d'amitié existant entre les 2 pays et a assuré de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les renforcer encore davantage. Ensuite, le ministre a fait un tour d'horizon des différents domaines de coopération avec l'Allemagne, notamment dans le domaine de l'employabilité et de l'insertion des jeunes ainsi que la formation des agents de l'État, en particulier l'apprentissage linguistique. De son côté, la diplomate allemande a rassuré le ministre de sa volonté de contribuer aux réalisations de la vision exprimée par le ministère du Travail. La place du rapport du régiment d'artillerie des forces armées djiboutiennes a abrité ce matin une cérémonie de décoration au profit de 10 médecins militaires chinois de la base logistique chinoise et stationnée à Djibouti. Présidée par le chef de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, cette cérémonie a vu la participation du haut commandement militaire des forces armées ainsi que du colonel commandant la base logistique chinoise et ses proches collaborateurs. Accueilli à son arrivée par le chef de corps du régiment d'artillerie, le colonel Mohamed Hersi, et le colonel-major Mohamed Kayad Guelleh, chef de la division logistique, le chef d'état-major général des armées a effectué la revue des troupes puis a rendu les honneurs au drapeau à travers la levée des couleurs. Et comme il est de tradition, officiers, sous-officiers et militaires de rang se réunissent chaque jeudi à la place du grand rapport pour assister à la levée des couleurs. Ainsi, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu à participer à ce cérémonial et il s'est adressé par la suite à la troupe pour leur expliquer l'objectif de sa visite. Le général de corps d'armée
Ibrahim a voulu particulièrement leur adresser ses félicitations et les a exhortés à fournir davantage d'efforts où le besoin se fera ressentir. Et par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a pris la parole et s'est adressé donc à la foule pour les féliciter et les exhorter à s'investir davantage. Le SEMGA a tenu donc à adresser ses meilleurs vœux pour l'année 2020 dans l'accomplissement de leur mission dévolue. Ensuite, le chef d'état-major a tenu à féliciter donc ces hommes et ces femmes pour les tâches d'assistance exécutées durant les récentes inondations dans leur secteur affecté, à savoir le quartier 7 et ses environs. Le général Zakaria a donc rappelé les différentes missions dévolues, à savoir le maintien de la paix dans le pays. Il a exhorté le régiment d'artillerie des forces armées à travailler ensemble dans l'optique de conserver l'unité nationale, socle des forces armées qu'il faut toujours consolider et faire perdurer. Alors, cette unité doit se ressentir à tous les échelons, a-t-il indiqué, de la hiérarchie, en commençant par le chef de corps et s'achever aux soldats nouvellement recrutés. Et en marge de la cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu à décorer les 10 médecins militaires chinois spécialistes pour le service rendu à la nation et particulièrement avec les forces armées djiboutiennes dans différentes spécialités de la médecine. En effet, les Chinois ont apporté leur expertise et leur soutien au département pneumologie de l'hôpital militaire des armées. Ils se sont aussi investis dans le domaine public en prodiguant des soins de qualité à la population locale. Ceci témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays en général et entre les deux armées en particulier. Devant ce constat, le chef d'état-major général des armées a voulu les remercier en les décorant de la médaille de l'officier de l'ordre national du 27 juin pour le médecin-chef chinois et de la médaille du chevalier de l'ordre national du 27 juin pour les 9 médecins spécialistes restants. S'en est suivi une démonstration de la formation des militaires du régiment de l'artillerie suite à l'acquisition de nouveaux matériels. En effet, le régiment d'artillerie a acquis récemment de nouveaux radars dernier cri portatifs détectant tout ennemi provenant soit de la mer, de l'air ou terrien. Et pour le bon fonctionnement de ces matériels et dans un souci de les préserver, il est primordial de former les utilisateurs. Cette formation a été faite par les experts chinois. En outre, un exercice de sol-air a été illustré. Il est à noter que l'unité sol-air est nouvellement créée et constitue l'un des objectifs du haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes. Une semaine après l'ouverture de la ligne Djibouti-Djeddah, la compagnie aérienne nationale Air Djibouti s'apprête à lancer dans les jours qui viennent deux nouvelles destinations, à savoir Dubaï et le Caire. Ce matin, le directeur général de la compagnie nationale Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, a réuni les membres de l'association djiboutienne des agences de voyage et du tourisme avec à sa tête Makko Hassan Bouh. À l'ordre du jour de cette réunion, le directeur général de la compagnie a tenu à sensibiliser cette association sur la nécessité absolue d'accorder la priorité à
la compagnie nationale et promouvoir ainsi sa place et son rôle historique non seulement dans la région mais également sur les nouvelles destinations internationales. Il a par ailleurs mis en exergue le caractère national, la compagnie qui porte au-delà de sa rentabilité commerciale inhérente à toute autre entreprise les couleurs nationales, d'où son appel à privilégier autant que possible sa promotion commerciale auprès des voyageurs djiboutiens et les promoteurs du tourisme national et international. Le numéro 1 de la compagnie nationale aérienne a insisté sur ce partenariat qui revêt pour lui une importance capitale dans le développement de la compagnie. De son côté, Mme Mako Hassan, présidente de l'association djiboutienne des agences de voyage et de tourisme, s'est dit honorée de l'invitation de la direction d'Air Djibouti pour ce partenariat qui, selon elle, doit être gagnant-gagnant. Pour elle, qui est issue du personnel historique de la compagnie nationale Air Djibouti, le potentiel d'éclopitation commerciale existe et demande seulement à être mieux appréhendé pour réussir la renaissance d'Air Djibouti. Ne tient pas la main ensemble pour développer cette compagnie aérienne, ça ne fonctionnera pas tout seul. Donc avec cette association et ce partenariat, l'initiative qu'il a prise d'organiser cette réunion a été très importante et je l'espère, elle va être très fructueuse. Ce partenariat permettra à Air Djibouti tout d'abord de se focaliser sur sa mission première, c'est-à-dire la ponctualité, le service. Et nous, en tant que l'association djiboutienne des agences de voyage, de promouvoir, de diffuser les produits d'Air Djibouti. Donc nous espérons que ce partenariat permettra de développer ensemble le secteur du transport aérien en particulier et du tourisme en général. Nous comptons donc sur tous nos compatriotes pour privilégier le voyage sur la compagnie nationale. Et le directeur de la compagnie Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, s'est réjoui du partenariat entre la compagnie Air Djibouti et l'association djiboutienne des agences de voyage et de tourisme. Ce partenariat sera bénéfique, a-t-il indiqué, pour dynamiser et booster les activités de transport de la compagnie nationale Air Djibouti qui dessert désormais de nombreux pays. On l'écoute. On vous a convié à cette réunion, ce n'est pas pour autre chose, comme j'avais souligné. La compagnie vous appartient. C'est votre compagnie. Et seul, encore une fois, on ne pourra pas décoller. On aimerait bien qu'on travaille ensemble, en partenariat avec l'association djiboutienne des agences de voyage, qui est une association vraiment qu'on aimerait bien vraiment être à leur côté. Air Djibouti, autant que la compagnie nationale, est à vos côtés. On veut travailler avec vous en partenariat. On veut que vous donniez plus de promotion, promouvoir la compagnie nationale. La première ligne est ouverte sur Jeddah. Dans quelques jours, plus précisément à la fin de ces mois-ci, Dubaï, le Caire, c'est des lignes qu'on aimerait bien ouvrir. Air Djibouti, c'est une compagnie nationale, certes, mais c'est une ambassade qui vole. J'ai bien précisé que Air Djibouti est un partenariat avec l'association djiboutienne des agences de voyage et déterminés à aider leur compagnie nationale. Et nous allons à notre côté être à vos côtés pour vous écouter et vous être aussi à vos côtés pour promouvoir cette compagnie nationale. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. C'était dans les titres. Vladimir Poutine propose la candidature du nouveau Premier ministre. La suite dans cette séquence. La candidature du patron du fisc russe sera présentée ce jeudi à la Douma, qui doit ensuite la valider. En s'adressant aux deux chambres du Parlement russe, Vladimir Poutine a proposé l'idée de la désignation et de l'approbation du Premier ministre et des membres de son gouvernement par les parlementaires. Cette mesure entrera en vigueur si la réforme constitutionnelle qu'il a proposée est adoptée. Cette réforme ne remettra toutefois pas en question le caractère présidentiel du pouvoir russe. Dmitri Medvedev a annoncé lors d'une réunion avec les chefs de l'État que le gouvernement démissionnait dans son ensemble. Cette déclaration a été faite après que le président a énuméré dans son message à l'Assemblée fédérale toute une série d'amendements fondamentaux à apporter à la Constitution. Plus tard dans la soirée, Poutine a signé les décrets portant sur la démission du gouvernement. Il entre en vigueur le jour de sa signature. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.